Donc je voudrais partir d'un témoignage personnel pour caractériser la manière dont Kostas Axelos pratiquait la phénoménologie au sujet des choses politiques. Un jour, à Paris, au cours d'un déjeuner, nous évoquions une grande manifestation, c'était au cours des années 2004-2005. Manifestation occasionnée par je ne sais trop quelle réforme, puisque c'est ainsi que cela se nomme, d'un gouvernement français, je ne sais plus lequel. Nous nous demandions quelle serait l'issue de ces manifestations, quelle était leur portée politique, si des possibilités de transformation s'annonçaient en elles, et lesquelles. C'est alors que Kostas me dit, hier, alors il évoquait le jour de la manifestation, qui passait sur le boulevard du Montparnasse, hier, disait-il, je me suis livré à un exercice de phénoménologie, je suis descendu dans la rue, j'ai regardé les visages, et ce qui m'a frappé, c'était l'absence de générosité. Cela dit, il s'est tu, a allumé une cigarette, m'a dévisagé de ce regard à la fois souriant, amusé, songeur, qu'il avait quelquefois, et après un silence, m'a demandé « Et toi, qu'en dis-tu » J'avais lu depuis ma jeunesse quelques auteurs de la tradition phénoménologique, et la phénoménologie, en un éclair, amicalement, venait de me faire signe. Le propos de Kostas Axelos n'était pas de contester la légitimité des motifs qui inspiraient la manifestation. Il interrogeait avec une amicale exigence les possibles dont ce mouvement était porteur. Possibilité de monde, possibilité politique. Je voudrais, en lisant, en commentant quelques fragments de Kostas Axelos, questionner le sens, la possibilité d'une politique de l'amicalité, tenter d'accueillir à ce sujet un signe de Kostas Axelos. Et d'abord, il faut commencer par une précaution. Car Kostas Axelos nous avertit plutôt sans ménagement. S'il est vrai que la pensée ne peut pas ne pas avoir affaire à la politique, je cite, « La pensée ne peut pas prescrire une politique. » Mais elle peut en indiquer l'enjeu. Et la question est de savoir s'il y a une portée politique de cette indication, et laquelle. Nous tenterons de cheminer vers la question en gardant en mémoire le fragment d'Héraclite, je cite, « L'un, le seul sage, ne veut pas et veut être appelé du nom de Zeus. » Fin de citation. Il s'agit, en d'autres termes, de comprendre en quoi l'amicalité veut et ne veut pas être appelée du nom de politique. Et de suggérer ceci. Si un jour, même implicitement, nous étions en mesure de comprendre cela, ce jour serait peut-être le temps, venu ou revenu, la chance du politique. La politique se montre de manière multiple, mais par-delà tous les dispositifs de domination, elle apparaît essentiellement comme, je cite, le gouvernement des hommes et des choses. Kostas Axelos précise qu'il doit aussi, ce gouvernement, pouvoir être pensé indépendamment de l'État. Indépendamment de l'État. Il a pour enjeu, ce gouvernement, la vitalité de l'être ensemble des hommes, compris comme les mortels. On voit immédiatement la portée transpolitique de l'enjeu. La politique est un ensemble de rapports qui
qui inclut, sans jamais s'y réduire, la forme de l'État, des techniques d'administration et de gestion, de contrôle du pouvoir, les jeux dissolvants des oligarchies, les luttes heureuses ou malheureuses des peuples. Comme telle, elle renvoie à d'autres rapports. Mais arrêtons-nous sur la question, qu'est-ce que c'est un renvoi ? Ce n'est pas une relation entre deux choses ou entre deux états de choses. C'est la chose même, comme relation définie, constituée par la manière dont, d'avance, elle se rapporte, se renvoie, se connecte à, fait signe vers d'autres choses. La chose, comme renvoi, a un caractère de signe. Chez Kostas Axelos, un renvoi, c'est un signe. Et la phénoménologie est ce plan d'une corrélation entre les choses qui font signe et le regard qui accueille les signes. Comment les choses font-elles signe ? Comment le regard appréhende-t-il l'ensemble des signes ? De proche en proche, les choses renvoient les unes aux autres. Un seul renvoi contient implicitement l'ensemble de tous les renvois. Et les ensembles eux-mêmes renvoient les uns aux autres, forment des renvois. L'ensemble de tous les renvois forme une systématique ouverte. Il y a toujours plus d'un renvoi, plus d'un ensemble. La systématique de tous les renvois s'explicite en plus d'un système, elle n'est accessible que fragmentairement. Mais à travers les fragments, le tout, la systématique ouverte, le monde fait signe, s'approche et se dérobe. Et la pensée, tout à la fois, saisit, mais aussi est dessaisie. Ce rapport, c'est le jeu, et en ce jeu, le monde, la systématique ouverte de tous les renvois, le centre du rapport entier, se déploie comme totalité en mouvement, en métamorphose. Chez Kostas Axelos, l'amicalité du regard consiste en une attention à la catastrophe. Pourquoi et en quel sens ? C'est le virage du temps que Kostas Axelos désigne du terme de catastrophe. Bien sûr, il y a la dimension du danger quand on parle de catastrophe. Rien n'advient sans quelque altération. Je fais là écho, c'est un des sens majeurs du changement, en grec ancien aloiosis, et il n'y a pas d'altération sans que un ensemble de renvois dans l'expérience humaine se trouve perturbé, sans quelque désajustement, sans quelque désajointement, sans quelque désappointement, sans quelque tristesse. Mais le virage du temps, ce n'est peut-être pas seulement cela. Il faut aussi apprendre à déchiffrer, éventuellement, les signes, l'annonce de possibilités ouvertes pour les mortels, des possibilités de vie, d'épanouissement. On dira, un épanouissement, cela annonce aussi un déclin. Mais justement, l'amicalité du regard, c'est, à travers le virage du temps, d'accueillir le déclin comme une possibilité. C'est ce qu'enseigne, en une parole énigmatique, Zarathustra, le Zarathustra de Nietzsche. Vivre, déployer sa puissance, la laisser s'épanouir, c'est aller vers son déclin. Le déclin s'intonne, trouve sa tonalité dans la tristesse, nous affecte de tristesse. Mais pour peu que nous sachions l'accueillir comme une possibilité, la tristesse est productive. En ce productif de la tristesse repose l'amicalité. L'amicalité n'est pas seulement dans le regard, elle forme le plan où quelque chose, une transformation, une grande reconfiguration historique, à travers de multiples désajustements, contient une promesse d'épanouissement et de déclin, se donne à voir comme telle et est accueillie
aborder amicalement la politique, c'est se rendre attentif à un signe politique, c'est repérer le site en même temps que la possibilité d'une politique de l'amicalité, l'amicalité comme gouvernement des hommes et des choses. Dans Ce qui advient, Kostas Axelos écrit, je cite, « Il ne faut pas être particulièrement rusé pour avouer que si nous manquons d'alternatives, nous restons inexpérimentés dans l'exploration de ce manque. » Cette citation, elle a déjà été produite et travaillée hier dans la soirée. La politique fait signe à travers le manque d'une alternative, à travers ceci que ce manque est à expérimenter. Il se donne d'abord comme une question. Je cite, « Y a-t-il la possibilité d'annoncer et de rendre effective une grande politique ? Les principes, le programme, les mots d'ordre, ne se trouvent-ils pas d'ores et déjà énoncer ce questionnement ? Le défaut d'alternative a un nom, le programme. Programmer, c'est écrire à l'avance ce qui sera, c'est récuser le temps. Par la prétention à la maîtrise qu'elle comporte, cette récusation se ferme à ceci que c'est le temps qui récuse la politique quand elle se présente sous les aspects de la programmation, des mots d'ordre et des principes. La politique fait défaut toutes les fois qu'elle se ferme à la récusation ou au jeu, à la ruse du temps, à la catastrophe qui soumet le gouvernement des hommes et des choses à la dynamique métastable des désajustements et des réajustements. Ou encore, la politique fait défaut toutes les fois qu'elle oublie que le gouvernement des hommes et des choses est transpolitique. L'affaire du gouvernement, qu'est-ce à dire ? C'est ce treillis dense et buissonnant de renvoi, au sens où je l'ai entendu à l'instant, qui constitue le rapport entier hommes et choses, à travers les dispositifs désormais solidaires que forment technologie et nature, industrie et climat, économie et environnement. Ces rapports eux-mêmes s'actualisant à travers le jeu des intérêts coalisés, jeu social, si l'on veut bien pour une fois parler latin, et se rappeler que un des sens de socius est coalition. Jeu social et néanmoins mondial. Jeu mondial auquel Kostas Axelos donne son nom moderne, ou le nom de son destin moderne, la technique planétaire, ou encore son errance orientée. Le nom de technique planétaire ne restreint nullement la politique à des contraintes de gestion imposées par des schèmes adaptatifs qui, au nom du rendement et de l'efficacité, subordonneraient des fonctionnements sociaux à des fonctionnements techniques. Technique planétaire nomme une dimension essentielle à la politique que Kostas Axelos laisse apparaître lorsqu'il fait de la politique le gouvernement des hommes et des choses. Dans cette détermination est déjà apparue la dimension de la production et l'importance du rapport aux choses. Chez les auteurs anciens, l'expression ta pragmata disait les choses comme choses à faire, cela incluait les systèmes d'outils, les techniques. Une alternative se laisse pressentir quand les hommes s'ouvrent à la dynamique de ce qui se joue d'eux sur le plan du rapport entier hommes et choses. Alors, ils commencent à jouer au sens où ils ne sont pas uniquement joués. Ils entrent dans le jeu et ce faisant, ils font l'épreuve du décisif. Cette épreuve ne va jamais sans délibération.
Être décidé, c'est être résolu, c'est agir de façon délibérée, et il n'y a pas d'action délibérée sans délibération. Là est le germe de toute démocratie. Mais alors, il faut que soit éclairci le site de la décision. Dans le jeu du monde, l'homme se trouve, je cite, plongé dans l'avenir et l'errance orientée, fin de citation. Et comme tel, précise Axelos dans Ce qui advient, je cite encore, il ne peut plus se passer d'affronter le grand enjeu, la technique planétaire. Il n'y va pas seulement, poursuit Axelos, du langage et de la pensée, mais autant de l'expérience agie et agissante, pensée et expérience n'étant pas des opposés, qui requiert notre amicalité, n'excluant pas le conflit. Fin de citation. Alors comprenons, il n'y va pas seulement du langage et de la pensée, il y va de la politique. Et celle-ci s'annonce en sa possibilité comme expérimentation d'un défaut d'alternative. Le site de cette expérimentation, la technique planétaire. C'est l'amicalité qui met en chemin, l'un vers l'autre, d'une part l'agir humain et d'autre part la catastrophe, qui se déploie à travers et comme la constellation de renvois formant la technique planétaire, le rapport entier hommes et choses. L'enjeu, l'affaire du gouvernement. Cela veut dire encore, la technique planétaire est le domaine du gouvernement politique. Politique est l'agir qui laisse la technique planétaire se présenter comme le domaine et l'affaire du gouvernement. Amicalité nomme le savoir propre à cet agir. Ce savoir n'est pas proprement ni exclusivement humain, il n'est pas non plus l'apanage des dieux, des animaux ou des machines. L'homme, pour ce qui le concerne, pense et agit en lui selon la clarté qu'il en recueille, toutes les fois qu'à ce savoir, il n'est pas fermé. À quoi les artifices de la technique planétaire ferment-ils l'homme moderne toutes les fois qu'il en subit la fascination? Je cite Axelos. Ces conquêtes, il parle donc des objets techniques, ont beau stimuler nos désirs émoussés, nos sentiments tièdes, nos volontés fatiguées, elles demeurent sans accès à un langage plénier, à une pensée ouvrante et ouverte, à un calcul intégral. Cette citation vient de Ce qui advient. Laissons-nous intriguer par la mention du calcul intégral dans cette citation, à côté de la pensée ouvrante et de la parole plénière. Axelos ne nous a-t-il pas déjà indiqué que c'était à l'incalculable, quelques fragments avant, que s'ouvrait amicalement la pensée ouvrante? Mais si elle pense la technique planétaire, la pensée ouvrante s'ouvre au calcul intégral. Elle s'y ouvre comme à ce qui maintient la politique dans l'impasse des programmes. Et dès lors, explorer le défaut d'alternative, politiquement et amicalement, reviendrait à poser la question suivante. Le calcul intégral, cela ne dure-t-il pas qu'un temps? Certes, comme le dit le poète, long est le temps, mais en sa durée, en son déploiement, le calcul intégral n'est-il pas lui-même en reconfiguration, en métamorphose? N'est-il pas en train de passer? En quel sens? Calculer, c'est mettre en ordre. Intégral, le calcul entend disposer l'ensemble des renvois selon des contraintes. Lesquelles? Elles se ramènent toutes à une, la contrainte de calculabilité, la calculabilité comme contrainte. C'est le jeu du monde que la contrainte entend régir, soit la mobilité qui transit les choses et anime le jeu des renvois.
Il y a, pour le dire très indicativement, une affinité entre le calcul intégral au sens de Axelos, la mobilisation totale au sens de Junger et le Gestell, terme que je ne traduirai pas ou pas tout de suite, mais je ne serai pas long là-dessus de toute façon, le Gestell au sens de Heidegger. Rappelons le trait principal du Gestell. Il rassemble, dit énigmatiquement Heidegger, tous les modes du Stellen. Heidegger les déploie dans son analyse phénoménologique des dispositifs d'extraction de l'énergie. Ici, je donnerai quelques mots en grec ancien pour essayer d'éclairer obliquement la pensée de Heidegger. Donc l'énergie, celle-ci est libérée. C'est le mouvement comme génésis, surgissement. Transformée. Le mot grec ancien, c'est aloiosis. À quoi pense Heidegger? Accumulée, c'est la croissance, auxesis. Répartie, c'est le déplacement, kinésis. Et, dit Heidegger, comme muet. Heidegger veut dire que le dispositif s'autoproduit, s'auto-alimente, se constitue lui-même comme fond. Et je devrais ajouter aussi est constitué historialement. L'unité de tous les modes du Stellen, le Gestell, c'est l'unité de tous les modes de la mobilité, de la mise en mouvement. Plus précisément, c'est la réquisition, l'arraisonnement de cette unité. C'est donc bien la mobilisation totale. Eh bien, la question qu'il faut tenter de laisser venir en lisant Kostas Axelos, c'est la suivante. La mobilisation totale n'est-elle pas en train de passer? Autre chose, n'est-il pas en train de s'annoncer? On se gardera de traiter dans toute son ampleur une question aussi massive. Quelques repères cependant. En 1954, texte dont il a été à plusieurs reprises question, Kostas Axelos médite sur le destin de la Grèce. Je devrais même dire qu'il médite le destin de la Grèce. Il s'interroge sur la capacité des Grecs à avoir un destin moderne, c'est-à-dire à s'approprier la modernité technoscientifique en l'enracinant dans leur propre tradition. Cette tradition, elle lie, au moins idéalement, la vie de la communauté politique, la philosophie et la poésie qui inclut les arts plastiques, la musique, le rapport au divin. Dans son ampleur, la méditation est portée par une question. La Grèce saura-t-elle, je cite, maintenir l'équilibre entre la physis et la techné? Amicalement dur, Kostas Axelos diagnostique, les néo-hellènes ne façonnent pas le monde ni leur propre pays. Ils ne savent pas faire, les gens de ce pays peinent mais n'œuvrent pas, de grandes œuvres ne voient pas la lumière du jour. Fin de citation. Diagnostic troublant aujourd'hui, mais à ne pas mésinterpréter. Nous nous rappelons un avertissement de Kostas Axelos. Il n'y a rien d'autre, dit-il dans les réponses énigmatiques, il n'y a rien d'autre que ce qui est empirique. À même l'empirique, nous cherchons un signe. Ce qui advient à la Grèce aujourd'hui, en 2012, depuis 2008, mais aussi à l'Union européenne, mais encore au monde, se donne comme une crise économique, crise de la dette souveraine, conséquence d'une dislocation de l'économie financiarisée, qui produit ses effets en faisant peser un danger mortel sur la construction européenne, la construction monétaire de l'Europe politique. La crise mondiale de l'économie financiarisée est localisée en Europe. Et la crise européenne a son berceau, son site, son lieu, son avoir-lieu en Grèce. Crise, le mot est inadéquat. Une crise décide de quelque chose. Aporie, c'est-à-dire impasse, serait le mot juste si l'on admet au moins par hypothèse que l'économie monde financiarisée
en Europe et en Grèce plus particulièrement, est soumise à une double impossibilité. Face à un endettement insoutenable, lui sont interdites les deux voies de la politique économique productrice de la croissance de la richesse marchande, l'austérité et la relance, également responsables de l'augmentation de l'endettement des États. Tout cela est bien sûr brossé à gros traits et ne nous intéresse ni au titre de la prévision économique, ni au titre d'une offre de programme politique. Lisant Axelos, nous tâchons de nous accorder à ce qui advient. Ce qui est affecté, c'est la possibilité de la croissance, je mets le mot entre guillemets, c'est-à-dire l'économie comme dispositif de mobilisation totale. Mobilisation totale des capitaux, mobilisation totale de la force de travail, incluant les capacités cognitives, affectives et symboliques des hommes. Mobilisation totale des énergies naturelles, incluant la biosphère et les écosystèmes. Nous avons connecté tout à l'heure économie et environnement, industrie et climat, qui ne voient que ce que les experts nomment dérèglement de la machine climatique, manifestement lié à la surexploitation industrielle des énergies naturelles, renforce le diagnostic non d'une crise, mais d'une aporie, d'une impasse de la mobilisation totale. De là, une question. Y a-t-il des signes politiques de la démobilisation? Et annonce-t-il ces signes, s'il y en a, un au-delà de la mobilisation totale, c'est-à-dire la possibilité d'un rapport plus amical entre Fucis et Tecnet qui se manifesterait à travers la politique comme gouvernement des hommes et des choses. On ne prendra pas la peine de montrer ce qui sépare la méditation de Kostas Axelos sur le destin de la Grèce, des commentaires sottement injurieux de l'ordolibéralisme germanique sur la prétendue paresse néo-hellène, au demeurant réfutée par nombre d'études relatives à la durée et à la productivité du travail dans la Grèce contemporaine. Kostas Axelos nous dit que rien n'est plus difficile pour les néo-hellènes que le libre usage de ce qui est moderne. Mais ce qui est en cause, c'est la modernité sous l'espèce de la mobilisation totale. Donc, le difficile, c'est l'usage de la mobilisation totale. Peut-être n'a-t-elle pas eu lieu, cette mobilisation totale en terre néo-hellène? Plus rigoureusement, peut-être n'y est-elle pas advenue de manière décisive? Peut-être les Grecs modernes, n'ont-ils pas fait de la mobilisation totale leur propre? Et dès lors, c'est peut-être là que la démobilisation peut et doit commencer. Et qui sait, elle le fait peut-être sous l'apparence trompeuse de la soumission actuelle au délire des injonctions de la fameuse Troïka, Banque Centrale Européenne, Fonds Monétaire International, Commission Européenne. N'excluons pas que, au-delà de l'immense désarroi contemporain, les néo-hellènes d'aujourd'hui et de demain ne s'approprient la démobilisation, n'apprennent à en faire usage, n'enseignent à en faire usage toutes les fois qu'ils se rapportent à eux-mêmes comme à un peuple politique. Mais alors, le libre usage de la démobilisation devra se laisser reconnaître à travers le gouvernement des choses autant qu'à travers le gouvernement des hommes, à travers de nouvelles connexions entre les techniques, l'économie, les institutions politiques et
la biosphère. C'est dans la mesure où ces connexions manifesteraient un nouvel équilibre entre Techné et Fucis que l'amicalité se laisserait reconnaître comme trait de la politique. Nous sommes en manque de signes. Nous assistons au lent effondrement d'une économie, pas seulement grecque, et au-delà, au lent effondrement d'une manière d'être, la mobilisation totale. On se rappelle la parole de Hölderlin, « Long est le temps ». L'amicalité du regard politique, c'est la capacité à endurer ce temps long en demeurant ouvert à l'inespéré, que cette endurance soit une forme de fidélité à l'enseignement de Kostas Axelos. Merci. Avant de donner la parole à Servan, deux mots. Bon, on doit remercier Jean-Philippe Millet pour cette nouvelle voie qu'il a pris le site de la technique planétaire. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé du monde du jeu. On a parlé du destin de la Grèce. Le destin de la Grèce est revenu à la fin. Mais je dirais en deux mots, finalement l'idée qui ressort, c'est le lien important qu'Axelos met entre cette technique planétaire et puis le politique, et finalement le politique lié à l'amicalité. Est-ce que l'amicalité est une réponse et finalement à la crise grecque ou bien à l'ensemble du monde techno-économique? Et c'est un peu la voie dans laquelle il nous a mis un peu en situation. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup. Donc, j'appelle Servan Jolivet. Deux mots sur Servan. C'est avec Katerina le cœur de ce colloque, c'est l'âme, disons, c'est l'âme qui anime le colloque. Et Servan est une chercheuse, j'aime bien le féminin, gardons un peu les féminins, une chercheuse qui vient de Paris, donc elle a fait sa thèse à Paris 4, elle est spécialiste d'Heidegger, elle a écrit 2 livres sur Heidegger, elle connaît très bien la philosophie allemande, mais le hasard a fait que les circonstances de sa vie l'ont amenée en Grèce. Elle est devenue une très bonne spécialiste maintenant des philosophes grecs, et donc il y a Axelos bien sûr, mais il y a aussi Castoriadis et d'autres, et elle travaille dans ce domaine, et je crois que c'est un espoir pour la philosophie grecque pour l'avenir, parce que c'est un regard extérieur sur la philosophie grecque, et je crois que son travail actuellement, et heureusement elle a eu un poste au CNRS, ce qui veut dire que le travail qu'elle a commencé se poursuit jusqu'à sa mort. Donc, puisqu'elle... voilà. Donc, elle va nous parler de l'époque. Le mot époque, bien sûr, ça vient des phénoménologues. Je lui laisse donc la parole. Merci beaucoup, Dombros, pour cette présentation. Alors, comme je le soulignais d'emblée en ouvrant ce colloque, la pensée de Kostas Axelos n'a cessé de se déployer en constant dialogue avec son époque. Penseur de la technique dans son livre sur Marx, penseur de la catastrophe et de la ruse d'un monde qui nous échappe, penseur de la crise et de ce qu'il nomme la détresse contemporaine, ou encore l'ère nucléaire dans son dernier ouvrage, Ce qui advient. Le diagnostic est ici sans concession. La crise est celle du monde moderne, d'une modernité parvenue à sa limite extrême qui, en accomplissant ses propres possibilités, semble également causer sa propre perte. Dans le sillage de Nietzsche, mais également de Heidegger, Axelos n'entend pas se voiler la face, faire semblant, comme si rien n'avait changé, et d'en appeler à prendre acte de l'insuffisance de ce qu'il nomme les grandes puissances traditionnelles, art, politique, philosophie, à relever les défis qui sont ceux du monde contemporain. Car notre époque, sans conteste, scelle bien la fin, l'effondrement des grands systèmes, la fin des grands récits, les constructions philosophiques ont fait long feu. Notre siècle est bien celui de la démystification, la mise en échec des philosophies de l'histoire, la fin de la métaphysique. Son dernier manuscrit demeuré inachevé, En quête de l'impensé, ne fait qu'appuyer ce constat.
on ne peut certes douter du fait, je le cite, que certains philosophes furent de grands penseurs, donc qui nous donnent encore à penser. Reste, je cite toujours Axelos, qu'à notre époque de la fin lente et perdurante de la philosophie, c'est la philosophie comme techno-philosophie qui s'impose comme journalisme et comme ornement de la prétendue culture générale, c'est dire qu'elle est tout à fait à côté de la plaque. Bon, je le cite. Ce qui montre que la philosophie est réduite à ses restes. Non seulement elle est incapable de faire quelques pas en direction de l'impensé, mais même l'ensemble auquel elle a affaire est plus que fissuré, artificiellement saisi. Les distinctions opérées par la philosophie se révèlent désormais absolument inopérantes. D'où, face à ce constat désastreux, la volonté de faire entendre une voix venue d'ailleurs qui assume son ancrage sans se complaire, sa propre impuissance sans se leurrer. Car la crise de notre monde est également celle de la pensée, l'effondrement des certitudes, la perte de nos repères. Peinant à s'adapter, elle compense par la spécialisation, réduite à ruminer sa propre histoire ou se réfugiant dans la tour d'ivoire d'exégèse et de spéculation. Comment donc les philosophes auraient-ils quelque chose à nous dire? Et c'était le titre de l'intervention de Theodoropoulos, qui malheureusement ne sera pas là, il est actuellement donc malade. Mais cette question, donc, comment donc les philosophes pourraient-ils avoir encore quelque chose à nous dire? Il me semble que c'est peut-être la question centrale que nous sommes amenés à nous poser en lisant Axelos. À premier abord, plus grand-chose, tant l'écart semble creuser. Alors, par où commencer? Tout d'abord, commencer, nous dit Axelos, à faire le vide en soi, suspendre ce que nous croyons savoir depuis toujours, peut-être, jusqu'à notre manière même de penser, penser par dualisme, thèse et antithèse, opposition, distinction tranchée, censée couper court à toute contradiction, à toute ambivalence. Les limites de notre pensée, qu'on le veuille ou non, sont bien celles qui nous sont héritées de la logique aristotélicienne, renforcées et confirmées par 2000 ans d'histoire de la pensée. Suspendons donc, nous dit le philosophe, notre croyance habituelle, cette pente naturelle qui nous fait voir, saisir le monde, à travers tout un arsenal de concepts hérités, transcendance, immanence, fini, infini, essence, existence, la liste ici serait longue. C'est ainsi que nous avons appris à penser, comprendre le monde en le compartimentant, le divisant, retranchant pour mieux l'analyser, le mesurer, en faire le tour. Interrompre le cours, suspendre, arrêter. Le geste, auquel nous appelle ici Axelos, n'est pas nouveau, mais s'entre, il est vrai, dans une tradition extrêmement ancienne, le geste de l'époqué. Et je reprends le titre de mon intervention. Permettez-moi ici d'en dire un mot pour mesurer l'écart et le retournement, il me semble, de perspective qu'Axelos fait subir à ce geste. Hérité de la tradition sceptique et du pyrrhonisme, l'époqué, épochie, est avant de se muer en méthode chez Descartes ou chez Husserl, avant tout une posture philosophique. Arrêt, interruption, cessation en son acception première, elle renvoie en son sens philosophique à la suspension de tout jugement. Parce que les phénomènes qui nous entourent sont soumis à variation et ne cessent de changer, il nous faut nous abstenir de juger, telle est la maxime première du scepticisme, initiée par Pyrrhon au IIIe siècle avant notre ère. Philosopher, selon ce qu'il nomme le principe de suspension, c'est donc refuser au philosophe de pénétrer dans le domaine de l'opinion, lui faire adopter une position de surplomb face au monde qui l'entoure. Choisir l'aphasie, ne pas se prononcer, plutôt que de prendre parti face à ce qui ne cesse de changer, les représentations et fantasia de ce monde. Le stoïcien Sextus Empiricus ne dira pas autre chose. Pour échapper à la contradiction, dès lors que nous avons affaire aux choses sensibles, le seul moyen est de s'abstenir de juger. La suspension, je le cite, est l'état de la pensée où nous ne nions ni n'affirmons rien. Tel est le chemin vers la quiétude, arepsia, et la tranquillité, ataraxia, et la sérénité de l'âme. En d'autres termes, se taire à défaut de pouvoir immobiliser les choses, ce qui se traduit sur le plan pratique par une injonction au renoncement. Agir sur soi, modifier ses désirs à défaut de pouvoir agir sur le monde. L'époquée mise en œuvre par Descartes, à travers la mise en œuvre du doute hyperbolique, n'a pas d'autre visée, si ce n'est que le doute ici n'a qu'une valeur provisoire, purement méthodologique. Il est l'étape première par laquelle il nous faut nous défaire, comme il le dit, de toutes les opinions que nous avons reçues jusqu'ici en notre créance. Ce sont dans les méditations métaphysiques pour nous assurer une à une de la véracité de nos idées.
visant à suspendre notre adhésion spontanée aux croyances héritées, le doute est ici paradoxalement mis en œuvre pour échapper au scepticisme. Et c'est toujours chez Descartes le même geste, choisir la stratégie du moindre mal pour éviter le pire. En prétendant que je ne sais rien et en faisant tabula rasa, de ce que je crois savoir, il s'agit de dégager un fondement soustrait au doute en m'assurant pas à pas de vérités indubitables. Et de reconstruire, ce faisant le monde non plus selon l'ordre des choses, mais bien selon l'ordre des raisons. C'est ce dernier usage de l'époquée qui est repris et radicalisé ensuite chez Husserl, à ceci près qu'elle ne vise plus seulement, comme chez Descartes, à suspendre la croyance naturelle qui me lie aux choses sensibles, c'est le monde même comme évidence première qui tombe ici plus radicalement sous le doute. Ce qui aboutit, comme le dit Husserl, à une mise entre parenthèses de ce qu'il nomme la thèse du monde, une abstention, je le cite, de toute prise de position à l'égard du monde objectif. La conséquence de ce geste est la mise en suspens de mon adhésion première, évidente au monde, un retrait en quelque sorte par la conscience qui me permet d'observer de manière désintéressée son phénomène, le phénomène du monde, comme pure apparition. Comme le souligne Husserl, je ne dis donc pas ce monde comme si j'étais sophiste, je ne mets pas son existence en doute comme si j'étais sceptique, mais j'opère l'épochie phénoménologie qui m'interdit absolument tout jugement portant sur son existence. En d'autres termes, peu importe que ce monde existe ou non, je suspends toute croyance ou doute quant à son existence ou à sa non-existence. Seul m'intéresse désormais ce qui tombe dans la seule sphère d'évidence de la conscience, indépendamment de savoir si ce monde existe ou non. C'est ce qui permet de quitter le monde spontanément vécu et de le considérer à travers le seul prisme de ma conscience. Si chez Descartes le doute se renverse en certitude, chez Husserl même la certitude est ici suspendue. Au sens phénoménologique du terme, la mise en œuvre de l'époquée n'équivaut donc pas à une suspension du jugement, encore moins à un doute. C'est la possibilité même de douter qui est suspendue. Ou encore, c'est la croyance spontanée qui précède et rend possible tout jugement qui est ici mise entre parenthèses. Il ne s'agit donc plus d'une première étape méthodologique provisoire, mais bien d'une posture à maintenir pour entrer en phénoménologie. Et la question aussi se pose, suite à l'exposé de Jean-Philippe Millet, de savoir quelle phénoménologie déploie Axelos. C'est la réduction qu'elle rend possible qui va ensuite permettre d'accéder à ce que Husserl nomme le royaume des phénomènes au sens pleinement phénoménologique. J'ai été un peu longue ici pour rappeler cette émergence et cette tradition de l'époque phénoménologique, philosophique. Pour Axelos, un tel geste est bien évidemment extrêmement problématique. Non seulement il conforte le philosophe dans sa position de surplomb en l'extrayant du monde courant, ce monde de la vie, le Lebenswelt dont parle Husserl, mais le présupposé même de ce geste n'est pas questionné, à savoir assurer une fondation inébranlable aux sciences, en l'occurrence ici les sciences de l'expérience et chez Husserl la psychologie, rechercher, nous dit Husserl, dans la subjectivité transcendantale la fondation ultime de toutes les sciences. Si ce geste est bien plus radical que chez Descartes, le présupposé épistémologique reste donc bien d'origine cartésienne. La croyance en un fundamentum in concusum, un fondement apodictique, un point d'Archimède, à partir duquel il nous serait possible de comprendre et d'expliquer le monde en sa totalité. Donc cette croyance-là demeure inentamée et entière. Chez Descartes comme chez Husserl, la certitude se cantonne d'ailleurs au seul domaine scientifique. Sur le plan éthique, sur le plan de nos vies personnelles, rien n'est pour autant assuré et mieux vaut, nous dit Descartes, changer nos pensées que de changer le monde. La solution du mind game en quelque sorte. Aux yeux d'Axelos, nul doute, c'est encore se maintenir dans une position idéaliste. Il nous faut être bien plus radical. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais souligné lui-même comme en leitmotiv la mise en échec de toute tentative pour fonder, trouver le fond. Parce que justement, nous dit-il, jamais le fond n'est touché puisqu'il n'y a pas de fond. La démarche est donc d'emblée biaisée. On ne peut se contenter de mettre entre parenthèses nos seuls jugements, dixit Pyrrhon, les croyances qui les sous-tendent, dixit Descartes, voire la croyance même dans le monde, dixit Husserl, pour s'assurer d'être dans le vrai. Par là, c'est notre rapport même au monde, ce qui nous lie à son ouverture première, avant même qu'on puisse en penser, en dire quoi que ce soit, qui est manqué.
et cela ne fait que confirmer à ses yeux le ratage phénoménal, au sens propre comme figuré du terme, du monde, de ce qu'il nomme, à défaut de pouvoir le nommer de manière univoque, cela, le même, l'impensé, ce centre énigmatique qui sous-tend et qui est présupposé par toute chose. Certes, Husserl nuance sa position, puisqu'il ne s'agit pas de constituer l'extériorité du dehors à partir de la seule conscience, mais, nous dit-il, de libérer l'intentionnalité qui nous lie au monde et à sa transcendance, de mettre en valeur ce rapport. Mais le présupposé demeure assurément cognitif. Car c'est bien, nous dit Axelos, l'événement initial de la transcendance, l'ouverture elle-même, qui est première sur l'idée même de transcendance. Et nous avons là, il me semble, la principale ligne de fracture qui départage les positions philosophiques au XXe siècle entre des positions qu'on pourrait dire de manière très schématique post-cartésienne ou post-heideggerienne. La pensée est ici en l'occurrence toujours en position seconde face à ce qui lui revient de penser le monde qui la précède. L'époquée à laquelle Axelos appelle, ne visons pas à nous faire accéder à une vérité supérieure ou ultime qui ne nous serait pas accessible en temps normal. Elle vise au contraire, paradoxalement, et c'est là tout le sens, il me semble, du retournement qu'il opère, à nous permettre de retrouver ce sol premier, oblitéré par le regard technoscientifique que nous portons sur le monde. Et à cet égard, la philosophie, muée en ce qu'il nomme la technophilosophie, sous ses différentes variantes, versions analytiques, herméneutiques, voire phénoménologiques, ne ferait pas exception. La mise en suspens, le retrait ne porte donc plus tant sur le monde, comme postulat premier, que sur la manière dont nous le considérons jusque-là. Et Axelos, dans l'appelé ici, une véritable conversion, au sens premier du terme, une rotation productive, dit-il encore, une transformation, métamorphose de notre regard, elle-même indissociable d'une autre manière d'être au monde, un autre rapport aux choses, à soi, aux autres, je le cite. Cela implique, écrit-il, un autre plan de compréhension, une nouvelle orientation méditative, poétique active de la pensée, à contre-courant des requisites technico-scientifiques, d'efficacité, de rentabilité, d'exploitation à court terme qui nous sont imposés par notre époque. Et il me semble que ça vaut également a fortiori pour l'université, dont on réaffirme certes l'autonomie, tout en renforçant sa dépendance face au système, puisque pour assurer sa propre survie, elle est contrainte de plus en plus à se plier à la recherche de fonds et de financement. Parenthèse. Assurément, nous sommes contraints aux compromis. Les compromis nous tiennent, nous n'en sommes pas maîtres, peut-on lire au fragment 58 de ce qui advient. La critique, ajoute-t-il, n'aboutit pas à grand-chose, si ce n'est qu'à conforter les choses, offrir un alibi sans creuser à la racine. Si nous ne pouvons faire grand-chose pour changer la donne, il nous est néanmoins possible, nous dit-il, d'exercer à l'intérieur même du système ce qu'il nomme la ruse la plus mordante, sans nous laisser submerger par le chagrin. Incontestablement, cela s'apparente à un aveu d'impuissance, mais qui n'a rien ici d'un renoncement. Rien de sceptique, rien de nihiliste dans ce geste, car il ne s'agit ici ni de douter, ni de nier, pas davantage de s'abstenir comme le fait le nihiliste, qui précisément ne joue pas, n'entre pas dans le jeu, et ne ferait qu'anéantir, sans le savoir, ce qui est à penser, nous dit Axelos, ce rien d'objectif, de palpable, d'instrumentalisable, qui est notre ouverture première, cette coappartenance du monde et du rien. Les mots pour le dire ici se font écho. Le vide, l'abîme, le gouffre, le sans-fond, le non-être, le néant, le rien. Indescriptible, irreprésentable mais non totalement impensable, cela ne cesse de se manifester, je cite ici Axelos, de se manifester et de demeurer en même temps dans une réserve inapparente où bien des choses peuvent émerger, nous dit-il. C'est à partir de cela, le vide, qui n'est pas donné au regard et sur lequel justement le geste phénoménologique ne peut avoir directement prise, le grand vide premier, le vide originaire, que tout émerge, tout se configure. Dans son dernier texte, Ce qui advient, Axelos consacre ainsi tout un chapitre à cette expérience du vide. Celui-ci, écrit-il, ne peut être réduit à un vide psychologique, social ou culturel. Il a une portée bien plus vaste que nous ne pouvons ni circonscrire ni concevoir par le seul intellect. C'est le mouvement même du déploiement, son ouverture, l'espace-temps qui ne se montre jamais comme tel. C'est le vide qui supporte le plein, le retrait à revers de la matérialité ambiante, la possibilité comme telle, le jeu lui-même alors que tout semble déjà joué.
Ce que les anciens d'ailleurs désignaient sous le nom de l'été, le retrait, la latence, ce qui se dissimule, demeure voilé, que la pensée philosophique justement se donnait pour tâche de découvrir, de dévoiler, à travers l'aletheia, la vérité philosophique. Or même pensé par les philosophes, que ce soit comme nature, on en a à de nombreuses reprises parlé, comme nature, physis, Dieu, esprit, histoire, le voile ne peut être levé, parce qu'il a trait au vide, au néant, relève du retrait et de l'absence. Ce centre énigmatique dont parle le penseur ne peut être circonscrit, pas plus qu'il n'est possible d'en rendre compte, d'en faire le tour. La pensée qui s'en approche doit bien plutôt renoncer à toute saisie, accepter de demeurer suspensive, époquée. Aveu d'impuissance, certes, comme je le disais, mais non renoncement. Car l'homme est bien celui, dit Axelos, à qui il incombe d'affronter le vide, puisque centralement affecté par lui. Et faire l'expérience de ce vide, comme il nous y appelle, c'est d'abord faire l'expérience de l'impuissance de notre pensée, l'impossibilité de nous emparer, de nous en emparer, reconnaître que cela nous échappe tant que nous demeurons dans une perspective de maîtrise, d'omnipotence visant à tout régir, comme disait Descartes, nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Les catastrophes du XXe siècle, jusqu'à l'événement récent de Fukushima, dont on ignore encore les retombées, l'attestent. Parvenue à son stade le plus avancé, l'ère atomique marque le règne d'une époque qui, bien qu'elle pense être parvenue à tout maîtriser, n'a pas paré à sa propre impuissance, ni pris acte de ses propres limites. Assurément, tout l'atteste. L'hubris de notre époque, à travers son désir de toute puissance, dépasse encore de loin notre propre capacité technico-scientifique, technoscientifique. Nous ne cessons de jouer avec le feu, en quelque sorte. Et les catastrophes qui se succèdent, qu'elles soient financières, économiques, écologiques, nucléaires, nous démontrent chaque jour que cette pseudo-maîtrise reste non seulement partielle et limitée, mais relève d'une sorte de pensée mythique, religion du savoir absolu, ce que Axelos avait très bien vu, qui ne parvient à dissimuler sa propre vulnérabilité. À une époque où règne le narcissisme et les solutions à court terme, où, écrit Axelos, je le cite, l'industrie, la démocratie et la culture de masse déferlent, où les intérêts économiques et financiers dominent, assurément, personne ne parvient à voir ce processus dans son ensemble, je le cite encore, ni à le prendre en main. Le désert croît, nous disait déjà Nietzsche, il y a plus d'un siècle. La lassitude nous guette, le désespoir parfois, voire l'effroi, ajoute Axelos. Un grand épuisement, je le cite, s'abat sur tous et sur tout. L'époque dans laquelle nous vivons, écrit-il, l'époque de la technique connaît une détresse sourde et muette, le plus souvent inavouée, ou subrepticement conjurée à coups de marchandises et de spectacles, et celle-ci continue de déferler malgré nos tentatives pour nous en sortir, pour entrer dans une autre époque, et de s'interroger ici. Une fois l'individu accablé, la communauté dissoute, quel pourrait être le secret d'un élan autre ? Quelle serait sa source ? À quelle ressource cache donc ce qui nous demeure encore impensé ? Écrit-il dans son dernier texte, Enquête de l'impensé. À revers de son constat désabusé, il y a donc un espoir. À revers du nihilisme qui nous guette, il y en va encore d'une émergence qui se dissimule, et c'est précisément cette émergence, cette force possibilisante, en amont de toute chose et avant même la pensée, que nous devons garder en vue. Écoutons donc ce que notre époque a à nous dire, nous dit Axelos, et de nous rappeler ici de manière quasi lancinante que c'est seulement en nous tournant vers cette impensée qui nous fait aujourd'hui défaut que nous pourrons lâcher prise, je le cite, laisser le vide faire son travail, ne plus croire à la puissance suprême de ceci ou cela. Car à revers de la catastrophe, c'est bien toujours le monde, cette impensée qui se déploie. Et la catastrophe contemporaine, la crise, ne signe, se faisant pas tant une fin que la possibilité d'un tournant, pour autant que celle-ci recèle, même à notre insu, d'autres possibilités dont nous n'avions justement pas jusqu'ici conscience. Cela ne signifie donc pas que toute tentative soit vaine, ni qu'il nous faille abdiquer, nous résigner. Cette époque phénoménologique, en reconnaissant la catastrophe de cette époque, le spectre de sa faillite, comme écrit Kostas Axelos, ce n'est aucunement s'en accommoder ou la subir passivement. Ce n'est pas davantage se refuser d'agir, se réfugier dans la tranquillisation, dans une sérénité à toute épreuve, comme il appelle justement l'époque stoïcienne. Car
Car le conflit, nous dit le penseur, la crise, crisis, et les échecs font partie de ce monde, de ce jeu, de sa ruse, dit-il encore. C'est précisément là ce qu'il nous revient de penser. Même lorsque cela ne donne à nous en se retirant, fût-ce dans le retrait le plus radical, à revers du trop-plein et de la saturation ambiante qui serait notre lot commun. Si cette époquée à laquelle appelle ici le penseur n'est possible, c'est précisément parce que notre époque s'y prête. Axelos utilise d'ailleurs ce terme d'époque en son sens premier, qui signifie, comme il nous le rappelle, temps en suspens, arrêt. C'est la mise en suspens du monde, l'éclipse du phénomène du monde, sa latence pour nos yeux saturés qui se sont déshabitués de voir. Faire l'époquée, faire le vide, ce n'est donc pas mettre hors jeu la question, la thèse du monde, comme le faisait Husserl, mais faire le vide en soi pour s'ouvrir au jeu qui le sous-tend. Autrement dit, non pas s'abstraire du monde, mais au contraire penser se tenir dans notre époque, ce temps du suspens, s'y tenir, accueillir le vide qui la sous-tend et en faire l'épreuve. Si le philosophe, il me semble, a quelque chose ici à nous dire, c'est bien cela. Dans le destin de la Grèce moderne, donc écrit il y a 60 ans, dont nous avons beaucoup parlé, au sortir de la guerre, déjà il ne nous dit pas autre chose. Et Françoise Astur avait d'ailleurs raison de le rappeler que peut-être Kostas Axelos n'a-t-il jamais cessé de penser cette chose et une unique chose autour de laquelle il n'a cessé de tourner. Au cœur de ce texte, Axelos s'interroge en effet sur ce qu'il nomme être, jugette le problème principal, l'absence pour la Grèce moderne de point nodal, la perte du centre. Ce qui manque, écrit-il, c'est la convergence de tous les efforts. Ce qui pose problème, c'est que la Grèce, je le cite, ait détourné ses yeux du central. Non pas bien évidemment qu'il y ait une identité fixe, un noyau dur, authentique, que les Grecs devraient se réapproprier. Nous ne sommes pas dans une pensée substantielle. Axelos entend ici la réappropriation de ce vide commun, de cette négativité, de ce qu'il nomme une négativité libératrice, créatrice, à partir de laquelle d'autres possibles peuvent émerger et se déployer. Comme il écrit, l'idée qui ferait converger vers une unité, susceptible d'orienter des efforts et de relier des résultats en faisant converger tous les rayons vers un centre. Cette idée, qu'il désignera plus tard sous le terme d'impensé, d'énigme, ce n'est rien d'autre, déjà, nous dit-il, que ce néant qui existe au sein de la totalité et qui se manifeste aux humains quand ceux-ci s'ouvrent à son appel. Pour conclure ici, et pour ressaisir en quelques mots donc ce mouvement de l'époquée, je peux ressaisir un peu les choses. Face aux phénomènes changeants sur lesquels tu n'as prise, abstiens-toi de juger, disait Pyrrhon. Et Descartes d'ajouter, abstiens-toi non seulement de juger, mais suspends toute croyance antérieure que tu pensais avoir sur ce qui t'entoure. Husserl, plus radical encore, va plus loin et suspend toute possibilité même de douter ou de croire. Avec Axelos, il semble que l'on sorte tout d'un coup de la circularité dans laquelle l'argument sceptique demeurait pris. Avant même de te demander s'il te faut juger ou non, croire ou non, commence déjà par faire le vide, par accueillir cet impensé qui sous-tend sous toute chose. L'époquée à laquelle le philosophe nous appelle ici ne porte donc ni sur nos seuls jugements, jugés éphémères donc non fiables, ni sur la capacité que nous avons à voir le monde tel qu'il serait véritablement. La difficulté n'est pas ici le ti, mais le pos, non pas ce que nous pensons, mais comment nous le pensons. Nous n'allons donc pas plus loin, nous allons ailleurs, écrit-il, dans ce qui advient. L'époquée est bien ici ce geste par lequel nous sommes susceptibles de suspendre le regard, d'échapper à la fuite à tout va dans l'agir. En ce sens, elle ne se donne pas comme une limitation, mais bien comme une délimitation, et qui nous permet justement d'illimiter, de lever les limites, ce qui entrave notre rapport au monde et au possible. Et si le questionnement demeure ici ouvert, c'est que l'avenir le reste aussi. Je vous remercie. Bon, vous avez vu un texte assez dense et qui nous a mené peu à peu de l'époque du scepticisme, hein, la suspension du jugement. On est passé par Descartes sur le doute méthodique
et avec la recherche de ce qui est clair, distinct. On est passé par Husserl avec la réduction phénoménologique qui arrive à une idéalité, et puis on arrive chez Axelos qui renverse un peu ce courant, puisque tous ces éléments, idéalité ou bien le phénomène comme clarté a disparu. Et ce qu'a montré Servan avec beaucoup de subtilité, et c'est la complexité dans laquelle le discours d'Axelos fonctionne à partir de la notion du vide et de la métamorphose pour avoir un autre regard sur le monde, où là, la notion d'époquet, et je dirais pour jouer un peu sur les mots, va nous pousser vers une autre époque. Et vous jouez sur les mots, hein, l'époquet qui pousse, et la subtilité, je ne vais pas reprendre son exposé, a été dans ce passage. Maintenant, on va passer dans une autre question qui touche la pensée d'Axelos, c'est la question de l'art. Et là, nous avons Sophie Mourazzi qui va nous développer un thème qui touche l'énigme de l'art. Mais deux mots sur Sophie qui travaille à Paris 1, qui prépare une thèse sur l'esthétique du corps dans l'art contemporain. Bon, c'est un très beau thème, hein, l'esthétique du corps, et très complexe, puisqu'on a beaucoup revalorisé le corps dans l'art. Et puis, elle travaille sur une revue, donc elle est animatrice d'une revue qui a un nom qui m'a beaucoup troublé, comme elle a dit, c'est Prétentaine, hein, revue Prétentaine, un mot, je la laisse prendre la parole, pour Shakespeare. Voilà. Tu veux prendre la parole, hein. Je vais parler en grec. Oh là là. Je vais parler en grec. Και επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω ξανά, μέσα από την καρδιά μου, την Κατερίνα Δασκαλάκη και τη Servan Jolivet, για την οργάνωση αυτών των δύο τόσο ξεχωριστών ημερών εδώ στην Αθήνα και για την τιμή που μου κάνουν με την πρόσκλησή τους να συμμετέχω στην εκδήλωση αυτή. Γιατί σκεπτόμαστε και η τέχνη πώς επέρχεται και όταν υπάρχει τέχνη, όσο σπάνιες και αν είναι αυτές οι στιγμές, όσο προβληματικός και αν μπορεί να είναι ο ορισμός τους, τι μπορεί να προκαλέσει? Έχουν η φιλοσοφία και η τέχνη άραγε έναν τόπο κοινό, ιδιαίτερο, έναν χώρο χρόνο στον οποίο συναντιούνται? Ο Κώστας Αξελός αναφέρεται σε συναντήσεις με τα ερωτήματα. Α, πρέπει να κάτσω εκεί για να έχει μετάφραση. Όχι, δεν τι γίνεται, εντάξει. Τώρα. Α, ωραία. Και δεν καταλάβω, πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή. Γιατί δεν είχε γαλλικά αυτό, δεν πειράζει. Έτσι, έκλεισε. Πρέπει να ξαναρχίσω, δεν καταλαβαίνω. Γιατί σκεπτόμαστε και η τέχνη πώς επέρχεται και όταν υπάρχει τέχνη, όσο σπάνιες και αν είναι αυτές οι στιγμές, όσο προβληματικός και αν μπορεί να είναι ο ορισμός τους, τι μπορεί να προκαλέσει? Έχουν η φιλοσοφία και η τέχνη άραγε έναν τόπο κοινό, ιδιαίτερο, έναν χώρο χρόνο στον οποίο συναντιούνται? Ο Κώστας Αξελός αναφέρεται σε συναντήσεις με τα ερωτήματα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη συνάντηση. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνέντευξης, που παραχώρησε στο Γιώργο Δουατζή στις 5 Μαρτίου 2009 στη Θεσσαλονίκη,
όταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα, στο ερώτημα που τίθεται και αφορά το ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά, απαντάει: οι συναντήσεις, στιγμιαίες και κέρυες, με εκφάνσεις της φύσης, η δύναμη του έρωτα και της φιλίας που περιέχει τον έρωτα, οι σκέψεις που έρχονται σε μας. Ο Αντρέ Μπρετόν έλεγε από τη μεριά του ότι οι μόνες συναντήσεις που μετράνε είναι αυτές που μας κάνουν να προχωρούμε πάνω στις πίθες. Ο Γιανκελεβίτς, επίσης πολύ αγαπημένος μου στοχαστής, αναφέρεται στην εράιδα ευκαιρία, απείρως πολύτιμη τύχη που δεν πρέπει να αφήσουμε να μας ξεφύγει. Δεν είμαι ειδικός του έργου του Κώστα Αξελού, ούτε βρίσκομαι στη μέση μιας πορείας στο τέλος της οποίας θα γίνω φιλόσοφος. Προετοιμάζω διδακτορικό βέβαια στη φιλοσοφία της τέχνης με θέμα τις αισθητικές του σώματος στη σύγχρονη τέχνη, όπως είπε ο κ. Κολουβαρίτσης, κάτι που εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον δεν έχει σχέση με τον Αξελό. Είχα όμως την τύχη να συναντήσω τον Κώστα Αξελό με έναν λίγο ιδιαίτερο τρόπο την Άνοιξη του 2010. Ως αρχισυντάκτρια του γαλλικού περιοδικού έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες Πρετοντέν, είχα αναλάβει τότε τα 2 ειδικά τεύχη αφιερωμένα στη σκέψη εν ώψη των 15 χρόνων από την πρώτη έκδοση του περιοδικού. Ο στόχος μας ήταν να θέσουμε ερωτήματα. Ερωτήματα πάνω στη σκέψη, τα όρια της, τους τομείς της, τις μεθόδους της και τους τύπους της. Θελήσαμε έτσι να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα στους προβληματισμούς της γνώσης, να προτείνουμε μια διάρθρωση γνώσεων που συνήθως μας παρουσιάζονται χωριστά, να προκαλέσουμε συναντήσεις ανάμεσα σε επιστημονικές προσεγγίσεις που δεδομένων των πανεπιστημιακών διαχωρισμών διασταυρώνονται πλέον πολύ σπάνια. Το Φεβρουάριο του 2010, μέσα σε πλήρη αναβρασμό προετοιμασίας του τεύχους, αποφασίζουμε λόγω των γεγονότων, και όχι μόνο, να γίνει ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα στοχαστή. Συνάντησα πρώτη φορά μέσω της κοινής μας φίλης Αλκιόνης Τσίκα την Κατερίνα Δασκαλάκη την Άνοιξη του 2010. Εκείνη μας υποδέχτηκε με μια φιλικότητα αξελική και δέχτηκε... και όχι μόνο... και δέχτηκε με χαρά να συνεργαστούμε. Μετέφρασε για την Πρετοντέν το ένιγμα της τέχνης, που δεν είχε δημοσιευτεί στη Γαλλία και στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια. Το αφιέρωμα στην Πρετοντέν συμπεριλαμβάνει ένα βιογραφικό σημείωμα του Κώστα Αξελού από την Κατερίνα Δασκαλάκη, ένα κείμενο σχετικά με τη σκέψη του από τη Σερβάν Τζολιβέ, ένα άλλο σε σχέση με το βιβλίο του «Αυτό που επέρχεται» του Κλοντ Ρόλς και ένα κείμενο του Μάρκ Ζιμενέζ με θέμα μία συνάντηση που είχε με το στοχαστή. Η εικονογράφηση είναι από έργα της Μυρτώς Ψυχάκη, της οποίας τη δουλειά εκτιμούσε πολύ ο Αξελός. Έτσι ήρθε η συνάντηση. Όλα έγιναν με τέτοιο τρόπο, ή μάλλον η σκέψη του Κώστα Αξελού έχει τέτοια ζωτικότητα και ένα τέτοιο άνοιγμα, που από εκείνους τους ευτυχείς μήνες συνεργασίας και μετά ο Αξελός με κάποια έννοια μας συντροφεύει γλυκά. Είναι μαζί μας στην ομάδα του περιοδικού, αλλά κυρίως με την παρέα που δημιουργήσαμε από αυτή την αφορμή στο σπίτι της Κατερίνας στο Παρίσι. Ο Κώστας Αξελός δηλώνει μάλιστα τόσο έντονα παρόν, δικαιολογώντας έτσι τον τίτλο στο αφιέρωμα της Πρετοντέν, «Παρουσία του Κώστα Αξελού». Διότι όταν πρόκειται για τον Κώστα Αξελό και εφόσον από τη μεριά μας έχει γίνει η πρώτη κίνηση ανοίγματος προς τη σκέψη του, βιώνουμε την εμπειρία μιας συνάντησης και όχι ενός μνημείου. Ο στοχαστής γίνεται έτσι μια παρουσία που μας καλεί να συνεχίσουμε διαφορετικά το ταξίδι της ζωής μας, με κουράγιο και τόλμη, με απαιτήσεις και υψηλές φιλοδοξίες, αλλά και με μετριοφροσύνη, κυρίως όμως προσπαθώντας να τολμάμε να σκεφτόμαστε. Αυτή λοιπόν η συνάντηση, δώρο ζωής, είναι μάλλον τριπλής σημασίας. Αρχικά είναι οι φιλίες που γεννήθηκαν γύρω από τον Αξελό και την ατυπική του σκέψη. Στη συνέχεια έρχεται η πρόκληση του να σκεφτούμε διαφορετικά, με μια δεκτικότητα στην ποιητικότητα του κόσμου, που μερικές φορές γίνεται ηλικιώδης. Και τέλος ένα έργο τέχνης, μια άλλη φιλία που συνδέεται με όλα τα παραπάνω. Έχω
τελικά την εντύπωση ότι η συνάντηση, είτε αυτή γίνεται με μια φιλία, είτε αυτή γίνεται με μια αγάπη, ένα έργο τέχνης, μια σκέψη, τη στιγμή μιας ημέρας και το ιδιαίτερο φως της, όταν αληθινά λαμβάνει χώρα μια συνάντηση, χωρίζει τη ζωή μας ένα πριν και ένα μετά. Και ας περάσουμε τώρα στην ατυπική σκέψη του Αξελό. Ο Αξελός, κατεξοχήν μη δογματικός στοχαστής, από έφηβος αρνήθηκε τους περιορισμούς του ανθρώπινου οράματος και της ελευθερίας της σκέψης που καταλήγουν να επιβάλλουν τα κυρίαρχα κόμματα και ιδεολογίες. Θέλησε να πάει πέρα από τον ορίζοντα, προσπαθώντας έτσι όχι να ξεφύγει από κάτι, αλλά να ανοιχτεί προς τον κόσμο. Ο Αξελός, που για το σκοπό αυτό, όταν έφτασε στο Παρίσι, αρνήθηκε τη σχολικότητα, την ακαδημαϊκότητα και την πανεπιστημιακότητα με τον πολύ δικό του τρόπο, μας λέει ότι το θέμα είναι να πούμε ναι στο παιχνίδι του κόσμου. Η περιπέτεια στην οποία ανάγεται η ανακάλυψη της σκέψης του, μας μεταφέρει με γενεοδορία αυτή τη συμβουλή, που είναι μεν απαιτητική αλλά και τρυφερή. Να μάθουμε να ανοιγόμαστε σε αυτό που επέρχεται με φιλικότητα και συνείδηση. Να αυτοπεριορίζεσαι, λέει, στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις. Και αυτό μάλιστα χωρίς να χάσουμε τον εφηβικό μας παλμό. Απόφαση που απαιτεί κουράγιο. Αφού δεν μας υπόσχεται απαντήσεις, έτοιμες, λέει, να βάλουμε στην τσέπη μας, αντιθέτως μας προειδοποιεί. Τα μεγάλα ερωτήματα δεν μπορούν παρά να μείνουν ανοιχτά. Θα υπάρχουν δηλαδή στο τέλος περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις. Διότι η υπέρβαση των ορίων που αγγίζει η σκέψη του Αξελού ρίχνει στη θάλασσα όλες τις κλασικές απαντήσεις και μας σωθεί να ανακαλύψουμε τον κόσμο από την αρχή, μέσα από ένα συνεχές παιχνίδι ανάμεσα στις σκέψεις και τις εμπειρίες της ζωής. Τέλος, απαιτεί κουράγιο, επειδή άπαξ και αντικρίσουμε, έστω και φευγαλέα, τον αξελικό αυτό ορίζοντα, η επιστροφή στα τετριμένα, στη μετριότητα και στην ευκολία του επιφανειακού, όχι μόνο δεν είναι εφικτή, αλλά γίνεται και επώδυνη. Σε μια περίοδο κρίσης, όπως αυτή που ζούμε και στην οποία δεν βρήκαμε ακόμα τρόπο να σκεφτούμε συλλογικά, η αναγκαιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι το ξέρουμε, υπάρχει μια ουσιαστική μάχη που πρέπει να δώσουμε και φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Γράφει λοιπόν ο Αξελός το 2005 στις Μεταμορφώσεις. Και οι άνθρωποι και οι λαοί εμποδίζονται μέσα σε αυτή τη δημοκρατικό-ολοκληρωτική οργάνωση της ικανοποίησης και της στέρησης να χαράξουν μία πρόσβαση στη γόνιμη ανησυχία τους, να γνωρίσουν στιγμές ειρηνικές και να κινηθούν με διαθεσιμότητα. Ο στοχαστής όμως μας σωθεί να πράξουμε, έστω και αν δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε, μέχρι και αν κάνουμε λάθος, διότι όπως λέει στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις, η γνώση φωτίζει την πράξη που τη φωτίζει. Στο ερώτημα εάν ένιωσε ναρκισσισμό του Γιώργου Δουατζή, εάν ένιωσε ναρκισσισμό, ματαιοδοξία και αν τα θεωρεί ευτελή, δίνει αυτή την απάντηση. Όλα τα έχω νιώσει. Τα θεωρώ ευτελή, αλλά και αναγκαία. Θεωρώ ότι συγκροτούν και αυτά την ολότητα και ότι κανένας δεν μπορεί να βγει από την ιστορία με καθαρά χέρια. Αν θέλει να κρατήσει τα χέρια του καθαρά, δεν θα έχει χέρια. Ο άνθρωπος λαμβάνει μέρος σε αυτή την απογύμνωση. Ο άνθρωπος δεν είναι έξω από ό,τι γίνεται. Άπαξ λοιπόν και γνωρίσουμε αυτή τη γη της σκέψης του Αξελού, καθώς μας έχει πλέον αγκαλιάσει ο κόσμος, έτσι όπως διαβάζεται μέσα από το έργο του, δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Μοιάζει με αυτό που μπορούμε να νιώσουμε κάποιους μαγικούς καλοκαιρινούς χωροχρόνους και που κρατάμε μέσα μας και που μας βοηθά να αντέξουμε το χειμώνα. Ο κόσμος του Αξελού είναι σαν τη ζωτικότητα της θάλασσας που μας δίνει ενέργεια ακόμα και όταν δεν την έχουμε κοντά μας. Διαβάζω τα βιβλία του αποσπασματικά και ελεύθερα, κάπως έτσι, άτυπα δηλαδή. Έγινε φίλος μου, με φύ κεφαλαίο φυσικά, και αυτό επειδή η σκέψη του είναι ανοιχτή προς τέτοιες συναντήσεις. Και μας λέει στις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις να δίνει τη μέγιστη προσοχή στις ώρες τις κενές.
να τις αξιολογείς με φροντίδα στην εκ των υστέρων δοκιμασία. Ο φόβος είναι ο πιστός σύντροφός μας. Μπορεί να μεταμορφωθεί φιλικά. Το θάρρος πρέπει να γίνει ο καλύτερός μας φίλος. Δεν είναι κανείς ανησυχητικός επειδή είναι ανήσυχος. Αντί να διαμαρτυρόμαστε και να μεμψημυρούμε, θα μπορούσαμε να δοκιμάζουμε ριζικά να θέτουμε ερωτήματα. Και μια τελευταία πρόταση του Εξελού. Να μην διστάζετε πολύ να φέρνετε στον κόσμο ένα όραμα που σας κυριεύει. Και έτσι συνεχίζω να ονειρεύομαι και να προσπαθώ να τολμώ να σκέφτομαι. Το ένιγμα της τέχνης. Ένα παρόμοιο συναίσθημα με αυτό που προκαλεί η σκέψη του Αξελού, συναίσθημα συγχρόνως άνεσης και δοκιμασίας, γνωστού και αγνώστου, μιας οικειότητας που παραδόξως μπορεί εύκολα να μοιραστεί, δημιουργεί μερικές φορές και η τέχνη. Ίσως να έχετε ήδη νιώσει αυτή τη σπάνια και έντονη αίσθηση κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας ή ανάμεσα σε δύο στίχους ενός ποίηματος, σε μια έκθεση, το ότι βρίσκεστε σε καλλιτεχνική γη και αποκομμένοι από τον κόσμο και σε πιο έντονη από ποτέ επικοινωνία μαζί του. Το ένιγμα της τέχνης, ο Αξελός μας το λέει εξ αρχής. Είναι το άνοιγμά της στον κόσμο και γράφει. Το ένιγμα εκπέμπει ένα σήμα. Μας καλεί και μας προτρέπει να το ανταποκριθούμε. Μας προκαλεί. Περισσότερο από ό,τι στην ποίηση, ο Αξελός δίνει έμφαση στην ποιητικότητα του κόσμου, που συνδέει άμεσα με το ερώτημα της τέχνης και του τέλους της. Το ένιγμα της τέχνης όμως γίνεται πιο ενιγματικό με το που ο Αξελός βάλει στην άκρη όλες τις τεχνικές και εξειδικευμένες ερμηνείες της, με τον εξής τρόπο. Παραθέτω. Τα όρια της ψυχολογικής και ψυχαναλυτικής προσέγγισης, η οποία νομίζει ότι ερμηνεύει τα έργα της μέσω της τυποποιημένης βιογραφία του δημιουργού και του μοιραίου ασυνείδητου όπου όλα καταβαραθρώνονται. Στη συνέχεια. Τα όρια της ιστορικής, κοινωνιολογικής και πολιτικής εξήγησης που τα ανάγει όλα στον ιστορικό, κοινωνιολογικό και πολιτικό παράγοντα, δέσμια του δικού της στενού προσανατολισμού. Στη συνέχεια τα όρια της κριτικής της τέχνης και των πολιτιστικών δημοσιογράφων που καταποντίζουν αυτά με τα οποία καταπιάνονται στην άμεση και αυτοφάγο επικαιρότητα. Και παρόλο που ο στοχαστής δέχεται ότι ο συνδυασμός αυτών των προσεγγίσεων, γράφει, μπορεί πότε-πότε, χωρίς να το ξέρει, να συναντήσει κάτι σημαντικότερο, επισημαίνει κυρίως ότι το ένιγμα της τέχνης γίνεται πολύ πιο πολύπλοκο, όχι μόνο επειδή είναι δύσκολο να το προσεγγίσουμε, αλλά επειδή το ένιγμα είναι συγχρόνως και άνοιγμα. Και κάθε άνοιγμα δεν είναι ξένο προς ένα κλείσιμο. Κάπου εδώ όμως επέρχεται και αυτό που ίσως να μπορούσαμε να ονομάσουμε μαγεία ή και ιερό της τέχνης. Είναι αυτό το αίσθημα ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο χρόνο τέχνης, ότι βρισκόμαστε στην γη της τέχνης. Ίσως αυτή η ένταση να οφείλεται στο ότι, όπως γράφει ο Αξελός, το άνοιγμα της τέχνης απαιτούν να ξεπεράσουμε ριζικά το δικό μας κλείσιμο. Αλλά μερικές φορές ο καλλιτέχνης μας δίνει αυτή την υπέρβαση σαν πολύτιμο δώρο. Αρκεί βέβαια για να το λάβουμε να είμαστε διαθέσιμοι. Γι' αυτό λέει ο στοχαστής, ενώ αναφερόμαστε κυρίως στο ένιγμα της τέχνης, συναντάμε συνέχεια το άνοιγμά της. Ο Αξελός είναι απαιτητικός και ξεκάθαρος. Δεν πρόκειται ούτε για εμπειρισμό, ούτε για πειραματισμό στην τέχνη, που δεν τη γράφει ποτέ με τάφη κεφαλαίο. Αφού, όπως λέει, την τέχνη τη διαπερνούν τόσο η αισθαντικότητά μας, όσο και ο ψυχισμός και η σκέψη μας. Στις μεταμορφώσεις του, σε μία υποσημείωση, θέτει το εξής ερώτημα. Από πότε η σχέση με την τέχνη έγινε αισθητική? Απλά. Έτσι απλά. Το ερώτημα αυτό είναι θεμελιώδες και θα μπορούσε να συγκροτήσει από μόνο του την καρδιά ενός στοχασμού που θα αφορούσε τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν μεταξύ τους η ποίηση, η τέχνη και η φιλοσοφία. Αυτή η μεγάλη ερώτηση που τίθεται από την αρχή της φιλοσοφίας μένει, χωρίς οριστική απάντηση βέβαια, ανοιχτή. Ο Αξελός παίρνει επίσης και αυτή την ουσιαστική θέση.
είναι πια καιρός να ξεπεράσουμε την τριλογική εξουσία, γράφει, του αληθινού, λογική δηλαδή, του καλού, ηθική και του ωραίου, αισθητική, και να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο άνοιγμα. Δεν τίθεται βέβαια το θέμα του απόλυτου έργου τέχνης για τον στοχαστή του αποσπασματικά επερχόμενου κόσμου, για αυτόν που δεν πάβει να λέει την φευγαλαία εκδήλωση του παιχνιδιού του κόσμου. Προσθέτει όμως, και εδώ τον παραθέτω, ότι η τέχνη μας κάνει να λέμε, να βλέπουμε και να ακούμε αυτό που χωρίς την τέχνη δεν θα λεγόταν, δεν θα είχε πρόσωπο και δεν θα ακουγόταν. Και δίνει έτσι ο Αξελός, και παρόλες τις απαιτήσεις του, ένα χώρο και ένα χρόνο στην τέχνη του σήμερα. Φτάνει έτσι σε αυτό το εύθραυστο σημείο και λέει: έως τώρα και παρόλη τη συνεχή διερώτηση, αναφέρθηκα στην τέχνη σαν να ήταν μια οντότητα που θα υπήρχε ως τέτοια και θα ονομαζόταν τέχνη. Σαν να υπήρχε μια καθαρή έννοια της τέχνης. Όλα αυτά όμως είναι και μένουν πολύ προβληματικά. Πλέουμε στον ωκεανό και δεν αγγίζουμε στερεή γη. Αλλά υπάρχει άραγε, λέει ο Αξελός, μια τέτοια γη που θα ήταν ουσιαστικά καλλιτεχνική? Μα λέγοντάς μας αυτό, ο Αξελός μας δίνει φτερά. Γιατί δεν θα ψάχναμε αυτή τη γη, την καλλιτεχνική, άμα ποτέ δεν είχε εμφανιστεί, έστω φευγαλαία και αποσπασματική. Ενώ ο στοχαστής διερωτάται πώς εκδηλώνεται το υπόγειο ποιητικό ρεύμα που μεταμορφώνει τον κόσμο, σαν διαδρομή προς απάντηση προτείνει: για να θέσουμε την ερώτηση, πρέπει προηγουμένως να σκεφτούμε και να κάνουμε την εμπειρία αυτού που είναι τέχνη. Ένας πεπερασμένος αστερισμός. Αντί να αναζητούμε το άπειρο, και αφού ούτε το απεριόριστο είναι άπειρο, ο Αξελός μιλάει για την φιλικότητα που ο άνθρωπος μπορεί να δείξει και να πράξει προς τον ίδιο τον εαυτό, αλλά κυρίως προς τους άλλους και τον κόσμο. Φιλικότητα, όπως λέει, που περιέχει και την φιλικότητα προς τα έργα τέχνης. Και αν το μέλλον μπορεί να φαίνεται κλειστό, η τέχνη όμως μας φέρνει σε ένα χωροχρόνο που βρίσκεται πέρα από τον ορίζοντα και μας ανοίγει σε αυτό που επέρχεται. Για να μην πολύ λόγο άλλο και για να καταλάβετε γιατί κρατάτε αυτό το χαρτί ανάμεσα στα χέρια σας, με αυτό το περίεργο συντριβάνι, θα περάσουμε τώρα στο many spoken words. Τελικά, έχει βρεθεί απάντηση στο ένιγμα της σκέψης της τέχνης? Ή μάλλον, έχουμε ακόμα ανάγκη να βρούμε απάντηση? Και είναι απολύτως απαραίτητο να απαντηθούν τα θεμελιώδη ερωτήματα και στοιχειώδεις δυνάμεις, όπως λέει ο Αξελός, όπως η σκέψη, ο χρόνος, ο θάνατος και η αγάπη. Μας ανοίγεται εδώ ένας άπειρος ορίζοντας. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μοιραστώ μαζί σας το έργο τέχνης Many Spoken Words της συνολουξεμβουργέζας καλλιτέχνηδας Σούμε Ιτσέ, όχι σαν μια προσπάθεια εικονογράφησης των λεγόμενών μου, αλλά επειδή γνωρίζω ότι αφιερώνοντας του μια στιγμή αυτό το ιδιαίτερο συντριβάνι της τέχνης μπορεί να προκαλέσει μέσα σε μας ένα άνοιγμα σε αυτό που έχει υποθεί από τον Αξελό, αλλά κυρίως σε αυτό που επέρχεται. Έτσι ακριβώς όπως μια βαθιά αναπνοή μπροστά στη θάλασσα, και όλο αυτό επειδή στην τέχνη πνέει ένας αέρας ελευθερίας και αθωότητας διαφορετικός από των λέξεων. Κατ' εμέ λοιπόν, η πιθανότητα να προσεγγίσουμε αυτό το άνοιγμα ενδεχομένως να κρύβεται μέσα στην τέχνη. Αυτό είναι που εξηγεί την επιλογή του έργου Many Spoken Words της Σούμε Ιτσέ για το εξώφυλλο του περιοδικού Πρετοντέν που αφιερώσαμε πάνω στη σκέψη και τη θέλησή μου να το μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Πρόκειται για ένα συντριβάνι όπου το νερό έχει αντικατασταθεί από μαύρο μελάνι, το οποίο ανακυκλώνεται και αναδύεται διαφορετικά κάθε φορά. Ένα συντριβάνι που σύμφωνα με την καλλιτέχνηδα είναι μια οδή στη λογοτεχνία. Μα θα ήθελα εδώ να προσθέσω μια οδή στη σκέψη. Οι λέξεις επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση ενώ γίνονται ξανά μελάνι και οι ιδέες ξαναγεννιούνται με την ανάδυση του μελανιού, από το λόγο στη γραφή. Ροή που ενώ στρέφεται προς το μέλλον, αναφέρεται επίσης στη μνήμη και στην ανεπίκαιρη επικαιρότητα κάποιων έργων και κάποιων προσώπων.
Αυτό που δεν μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία είναι πως στο συντριβάνι κρύβεται επίσης η διαλεκτική μεταξύ του ορατού και της ακοής. Ο ήχος λοιπόν της ροής, χάρη στην αντικατάσταση του νερού από το μελάνι, γίνεται μια ηχητική δημιουργία, ένα μουρμούρισμα, σχεδόν μουσικό, ο ποταμός του Ηράκλειτου. Και ο κόσμος του έργου ανακτά έτσι τον πρώτο λόγο πάνω σε κάθε ανάλυση. Το many spoken words είναι πράγματι η ίδια η χρονικότητα. Εάν η ροή είναι στραμμένη προς το μέλλον, καθώς είναι ένα πέρασμα χωρίς τέλος, αναφέρεται επίσης στη μνήμη, σε πεπερασμένες μεταβάσεις. Όλο αυτό το μελάνι που τρέχει, όλα τα σταγονίδια, θυμίζουν τις μικρές λεπτομέρειες, το απείρως ελάχιστο, το οποίο αλλάζει τα πάντα, μα και όπως τα έλεγε ο Γιανκελεβίτς, είναι ένα je ne sais quoi, δηλαδή κάτι που δεν ξέρω, που δεν μπορώ να ονομάσω. Ένα σχεδόν τίποτα, που μερικές φορές αισθάνομαι μη μπορώντας πραγματικά να το διακρίνω. Αυτό το μελάνι μας θυμίζει το μυστήριο της μουσικής συγκίνησης. Αυτό της σχεδόν μαγικής αναστολής του κόσμου που ένα έργο τέχνης μπορεί να προκαλέσει. Ή απλούστερα, το παιχνίδισμα ενός βλέμματος. Πρόκειται για αυτό το όλο που είναι ένα σχεδόν τίποτα και είναι αδύνατο να μεταγραφεί εφόσον είναι ένα μυστήριο, φευγαλαίο και αναλύωτο, αυτό το όλο που εξαφανίζεται μόλις επέλθουν οι λέξεις. Αυτό ισχύει επίσης για τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα, εκείνα που μένουν χωρίς απάντηση και που επεκτείνονται κάθε φορά που τα επικαλούμαστε. Η ροή, αποσπασματική, εύθραυστη, η λάμψη του μελανιού, μέσα σε όλη τη λαμπρότητα, μα και τη βαρύτητά της, μοιάζουν με το παιχνίδι του κόσμου που επιχειρούμε να προσεγγίσουμε σήμερα. Τα έργα που αγαπούμε, εκείνα που μας σημαδεύουν, είτε αυτά είναι φιλοσοφικά, είτε είναι καλλιτεχνικά, είναι αυτά που δημιουργούν τους κόσμους τους, τις λέξεις τους. Εάν το συντριβάνι της Σουμεϊτσέ είναι μια οδή σε αυτό που προϋπήρξε και μια πρόσκληση σε αυτό που θα υπάρξει, υπάρχει προπαντός αυτό καθεαυτό, μέσα από την ιδιοσυγκρασία του, το μοναδικό του τρόπο να μοιήσει αυτόν που το κοιτάζει για πρώτη ή για χιλιοστή φορά σε αυτό που επέρχεται. Και αυτό το πετυχαίνει περνώντας από την ιστορία και ταυτόχρονα δραπετεύοντας από το χρόνο. Το έργο αυτό είναι λοιπόν μια πρόταση να αδράξουμε τη στιγμή μέσα στη διακριτική, απρόβλεπτη και απροσδόκητη λαμπρότητά της, πρόταση που θυμίζει τα λεγόμενα και το κάλεσμα του Κώστα Αξελού να συνεχίσουμε να ανοιγόμαστε στον κόσμο και τα παιχνίδια του, πράττοντας κάπου μέσα στο ατελές. Σας ευχαριστώ πολύ. De terminer avec François Bock, vous avez vu Sophie a parlé de poéticité, elle a parlé d'une façon poétique. La façon dont elle a parlé avec son petit sourire, elle a associé le sourire, le discours et le contenu. Et, bon, je ne veux pas reprendre ce qu'elle a dit, je retiendrai seulement quelque chose pour un petit pic. Et quand elle a pris le texte d'Axelos sur la question depuis quand l'art est devenu esthétique, je voudrais tout de même lui poser la question, elle n'a pas besoin de répondre, pourquoi sa thèse ne change pas l'esthétique par poéticité dans sa thèse. C'est une question que je me pose. Ça va, d'accord. Bon, la dernière communication, c'est celle de François Bock qui va nous parler, bon, c'est un spécialiste de tout ce qui est éditorial, et il est chercheur à l'IMEC, c'est-à-dire l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et qui a la chance de cet institut d'être les archives aussi de deux grands philosophes grecs, Papaioannou et Castoriadis. Et donc là, je dirais, comme ça on fait le triptyque, hein, Axelos, Castoriadis, Papaioannou. Et il a édité quelque chose sur Papaioannou, mais il écrit maintenant un livre sur Calvin Lévy, ce qui est beaucoup plus surprenant pour nous, hein, qui ne savions pas l'importance de Calvin Lévy, sauf comme éditeur. Hein. Bon, je te donne la parole. Hein. Merci Lambros.
Axelos. Bonjour à tous. Et je veux d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, l'école française et Catherine et Servan. Je tiens d'abord à préciser que je ne suis pas philosophe, ni spécialiste de la pensée de Kostas Axelos, mais historien des intellectuels. Merci. Je n'aurai d'autre ambition ici que de poser quelques jalons pour l'étude de l'itinéraire éditorial de Kostas Axelos. Trois grands axes se dessinent lorsqu'on regarde l'ensemble de sa production éditoriale. Axelos fut à la fois revuiste, directeur de collection et, naturellement, auteur. Mais auparavant, qu'il me soit permis d'utiliser un peu en préambule à cette intervention la première personne du singulier. La première fois que j'ai entendu prononcer le nom de Kostas Axelos, c'est un poète qui m'en a parlé. Un poète éditeur. Un de ces petits éditeurs, soigneux et attentifs, qui produisent peu de livres par an, risquent souvent de, passez-moi l'expression, bouffer la baraque, suivent leurs auteurs et apportent autant de soins à la lecture des textes qu'au choix du papier, à son grammage, à la taille du caractère, à la mise en page. Je souligne cela car le temps semble venu d'une crise, d'une mise en cause des métiers du livre et de ses univers. Les gens du livre sont pourtant depuis si longtemps les principaux passeurs de la philosophie et de la littérature. Et en aparté, le dernier livre de Salman Rushdie est la preuve de la force du livre et de son actualité. Bien plus tard, j'ai eu l'honneur de rencontrer le philosophe en son jardin, c'est-à-dire au Select, le célèbre café du boulevard Montparnasse. Je travaillais alors sur l'autre Kostas, son condisciple du lycée Valrakian, Papaioannou, avec qui il est venu en France. Je me suis intéressé au Matarois et à son mythe, j'ai étudié les archives du ministère des Affaires étrangères et écrit un épais chapitre de ma thèse sur ce voyage fondateur qui doit l'existence à un homme, Octave Merlier. Lieu de mémoire, le Matarois est souvent cité pour avoir transporté les trois philosophes, la Trinité, la Triade, comme dans le tableau de Giorgione. Axelos, Castoriadis, Papaioannou, trois figures qui jouèrent un rôle dans l'histoire intellectuelle et éditoriale française et européenne du second XXe siècle. Si on les compare du point de vue de l'histoire de l'édition et de celle des revues, Papaioannou s'est inscrit dans le sillage de Raymond Aron, en collaborant aux revues Preuve, Contrepoint, Commentaires, et il a ensuite papillonné entre plusieurs éditeurs très à gauche, comme Segers ou Jean-Jacques Pauvert, avant de se rattacher principalement actuellement aux éditions Gallimard. Castoriadis a créé la revue Socialisme ou Barbarie avec Claude Lefort et joué un rôle clé dans les revues Texture, Libre et Esprit. À partir de 1974, il entame une collaboration régulière avec les éditions du Seuil, collaboration qui continue aujourd'hui. Et j'arrête là la comparaison des trois. Kostas Axelos, quant à lui, a rejoint l'aventure de la revue Argument en 1958 et il incarne la fidélité à un éditeur, les éditions de Minuit. Un petit mot peut-être sur cette maison d'édition singulière, comme le dit sa spécialiste Anne Simonin. Minuit. Minuit, c'est-à-dire la clandestinité, la nuit, la littérature souterraine. Fondée pendant la guerre par Jean Brulaire et Pierre Lescure, les éditions de Minuit vont publier au nez et à la barbe de la censure allemande 25 plaquettes, je cite, aux dépens de quelques lettrés patriotes. Et ce, de 1942 à 1944. La première de ces plaquettes est le célèbre ouvrage de Vercors, Le silence de la mer. Vercors, c'est le pseudonyme de Jean Brulaire, donc le fondateur des éditions de Minuit. Clandestinement et sous pseudonyme, Minuit va publier pendant la guerre Aragon, Cassou, Maritain, Mauriac, Elsa Triolet et quelques autres. Dans l'édition, Minuit symbolise la résistance. Comme beaucoup d'organisations de la résistance, la période de retour à la vie normale est agitée et difficile. Mais Minuit va garder le cap, et à partir de 1948, la maison est dirigée par Jérôme Lindon, jeune éditeur de 23 ans, quand il prend la direction, et vers 1948,
1953, la maison prend sa place, trouve sa place, et son catalogue va s'enrichir. Minuit publie Georges Bataille, reprend la revue Critique, publie Beckett et Rob Grillet. Elle mène alors, en ce milieu des années 1950, elle mène alors de front 2 entreprises éditoriales subversives. La première est d'ordre littéraire, c'est le lancement du nouveau roman, avec Butor, Sarraute, Claude Simon, Rob Grillet. La seconde est d'ordre politique, avec le combat et la dénonciation de la torture en Algérie. Et c'est Minuit qui va publier le livre qui va symboliser cette lutte, le livre d'Henri Alleg, La Question. C'est donc dans ce contexte, bataille littéraire du nouveau roman et lutte contre la torture en Algérie, que Minuit accueille le projet d'une équipe de jeunes intellectuels critiques, dont la plupart sont inconnus, la revue Argument. Ici commence le cheminement de Kostas Axelos avec l'éditeur français. Donc le premier axe, Axelos revuiste. Le relatif dégel provoqué par la mort de Staline et les révélations de Khrouchtchev a eu des conséquences importantes dans la vie intellectuelle européenne, française, mondiale. De jeunes intellectuels passés par l'expérience du communisme et entrés en dissidence au moment soit du coup de Prague, du schisme yougoslave, des émeutes de Berlin-Est ou de la révolution de Budapest en 1956, vont prendre la parole. C'est de ce bouillonnement du marxisme révisionniste, de cette recherche d'un dépassement de Marx et de Hegel, de ces craquements de l'histoire que naît la revue et l'aventure. Une revue, c'est toujours une aventure, mais là particulièrement la revue Argument. Cette revue marque un moment décisif d'inventivité, de découverte, d'interrogation et de liberté de l'esprit. Pour François Feilteux, l'historien François Feilteux, elle a, je cite, marqué un moment de la conscience française et profondément influencé, en particulier, l'intelligentsia de gauche. Il suffit de lister les participants pour mesurer son importance. L'idée vient d'Edgar Morin. Jean Duvigneau, sociologue, écrivain et homme de revue incomparable, la rend possible. Il va voir Jérôme Lindon, lui expose le projet d'une revue de libre recherche philosophique, politique, sociologique, et Lindon accepte. Il s'occupera de l'impression, de la distribution, de la diffusion, et il prête un local à cette équipe de jeunes Turcs jusqu'alors inconnus. Mais il ne veut pas s'occuper du contenu. Les premiers numéros sont jumelés à la revue italienne Ragionamenti, et les principaux animateurs sont, avec Duvigneau et Morin, Roland Barthes et Colette Audry. La revue change de forme et la rédaction s'étoffe assez rapidement en intégrant François Feilteux, Dionys Mascolo et Kostas Axelos. Vous me démentirez si je me trompe, mais je ne crois pas que Kostas Axelos soit ce qu'on appelle un homme de revue, ce qui n'enlève absolument rien à l'importance de sa collaboration à la revue et justement au numéro de la prête-antenne que vous avez évoqué tout à l'heure. Il me semble qu'il est bien plutôt l'homme d'une revue, Argument, où il va publier une petite dizaine de textes en 5 ans. Entré en janvier 1958 dans la rédaction, sa première contribution paraît au mois de mai, et il s'agit des célèbres thèses sur Marx. Mais tout le numéro porte la marque d'Axelos déjà. Le numéro s'ouvre sur un texte d'Heidegger, sur une traduction d'Heidegger, et il s'interroge sur les rapports entre dialectique et philosophie, dialectique et politique, dialectique et marxisme, dialectique et science. On voit nettement que ses contributions à la revue obéissent au rythme propre de son œuvre. C'est d'ailleurs là l'une des caractéristiques d'Argument. La revue se propose d'être un outil pour une recherche en train de se faire. Aucune concession faite à l'académisme ou au dogmatisme, et encore moins à l'esthétisme. La revue est sans fioriture, austère. J'ai apporté un exemplaire de ma collection personnelle. Voilà pour l'austérité. Tout pour le texte. Donc tout pour le texte, et les textes eux-mêmes sont courts.
vont immédiatement au vif de leur sujet. Ce laboratoire d'idées, ce creuset bouillonnant, fonctionne de manière collective, mais les trois principaux animateurs sont Axelos, Duvigneau et Morin. En 61, Axelos devient rédacteur en chef, tandis que le secrétariat de rédaction est assuré par sa compagne Réa. Axelos rappelait souvent combien cet espace de recherche, de pensée et de discussion n'existait pas ailleurs. Il s'agissait d'une tentative de mettre en œuvre une pensée multidimensionnelle et anticipatrice. Le travail est donc collectif, convivial, sans isme, sans orthodoxie. L'inverse exact d'une autre revue fondée au même moment, l'Internationale situationniste, qui fit du terme argumentiste une insulte, dont on couvrait les malheureuses et les terribles hérétiques et schismatiques. Un document d'archives conservé à l'IMEC, où il y a un fond de la revue Argument, permet de voir à l'œuvre le fonctionnement interne de la revue et le rôle qu'y joue Axelos en particulier. Il s'agit de la préparation d'un numéro. Bon, comment ça se passe? C'est une discussion entre amis. C'est Axelos qui lance la réunion et le débat, et c'est aussi lui qui, le premier, se lance dans un long développement. Il invite, je cite, il invite à foutre en l'air un peu les ismes, les schémas, les conceptions dont on se sert sans le vouloir même, et voir ce qu'il y a derrière cette conception, ces schémas, soit comme pensée, soit comme expérience vécue, soit comme problème. On mesure là ce qu'Axelos pouvait mettre alors derrière le terme de révisionnisme, qui était le cœur du problème, le cœur du débat. Le point de départ de leur discussion, de la discussion du groupe d'arguments qui prépare ce numéro, tient à une question, un questionnement très simple si j'ose dire. À quoi croyons-nous? Complété par à quoi tenons-nous? Duvigneau, Morin, Fougerolas prennent la suite d'Axelos et ils proposent des réponses. Et puis le débat s'ouvre, des blagues, enfin voilà, les discussions normales. Le débat suit des chemins de traverse, chacun répond à l'autre, et puis des invités de passage prennent la parole. Alors, je peux vous donner deux exemples. Albert Memmi, par exemple, qui n'a jamais publié dans la revue. Albert Memmi prend la parole, il est là, donc il participe au débat. Et puis aussi un ancien élève de Jean Duvigneau. Il avait eu, c'est un ancien élève, Duvigneau, quand il était prof de collège, avait eu cet élève qui avait grandi, qui était en train de faire son service militaire et qui était en train de préparer un livre. Et cet élève s'appelle Georges Perec. Et Perec prend la parole. Mais il apporte son témoignage, il a une vingtaine d'années, enfin il apporte pas son témoignage, il apporte sa contribution vraiment au débat. Des lignes de force vont se dégager de cette discussion, et d'elle va naître un dossier remarquable dans le numéro 14 de la revue Argument, intitulé « La grande révision », dans lequel les principaux animateurs d'arguments interrogent la question du marxisme révisionniste. Mais dans ce même numéro, à côté du dossier sur le révisionnisme, sur à quoi tenons-nous, que faut-il réviser, Axelos invite les lecteurs français à découvrir l'œuvre d'Adorno. Le philosophe allemand était alors bien mal connu en France, où aucun de ses livres n'avait été traduit encore. Nous sommes en 1960. Nous arrivons peut-être au cœur de ce que le monde éditorial et intellectuel français doit à Kostas Axelos, avoir été un incomparable passeur de la philosophie de langue allemande. Pour le coup, la comparaison, permettez-moi, la comparaison avec Papaioannou est tout à fait justifiée, puisque lui aussi permit aux lecteurs français de redécouvrir Hegel et Marx. Les philosophes grecs, quand ils arrivent en 1945, ils arrivent à Paris avec une connaissance de l'allemand incomparablement supérieure à celle de la plupart de leurs homologues français. Il y a eu un peu, enfin, je veux faire un peu modérer un peu le Greece bashing. En tout cas, la qualité de l'enseignement qui était donné dans les années 30 aux jeunes grecs était, pour ce qui concerne la langue allemande en tout cas, largement supérieure à la formation française. Mais bon, je ne vais pas non plus faire du French bashing. Voilà, je ferme la parenthèse. Comme le souligne Edgar Morin, dans le
groupe d'arguments, Axélos apportait, outre son expérience grecque, sa connaissance de Heidegger et de la pensée allemande. Lindon, en éditeur, ne s'y trompe pas. Et en 1960, Axélos prend la direction de la collection éditoriale liée à la revue, la collection Arguments. Vous voyez, dans ce numéro qui date de 1962, on a un encart sur la collection Arguments, le livre d'Henri Lefebvre, d'Harold Rosenberg. Donc deuxième axe, le directeur de collection, 1960 jusqu'à 2005. Pendant près de 50 ans, Kostas Axélos a dirigé une des plus importantes collections de sciences humaines et sociales en France. C'est là, je le répète, sans doute, son apport majeur à l'histoire éditoriale. Bien qu'elle porte le nom de la revue, la collection est une création d'Axélos. La déclaration d'intention le montre très clairement. Je cite. Contribuer à la recherche fondamentale en abordant les problèmes de la pensée philosophique, de l'histoire, de l'économie et de la politique, de la psychologie et de la psychiatrie, des lettres et des arts, pour en dégager les structures et les significations et préparer en cette aurore de l'ère planétaire une pensée neuve et questionnante. Je crois que tout est dit et la griffe du directeur de collection est posée. La collection est fidèle à la revue, la typographie est serrée, le graphisme est minimaliste. Certains membres ou participants occasionnels à la revue y publient des livres, c'est le cas d'Edgar Morin qui publie son essai de sociologie sur le cinéma, l'homme imaginaire, ou par exemple quelqu'un qui a un peu oublié, et c'est fort dommage, Joseph Gabel, qui publie ce livre très important qui s'intitule La fausse conscience. Puis on peut citer aussi René Louraud qui publie l'analyse institutionnelle. L'histoire du communisme, avec Pierre Brouet et les livres de Trotsky, ainsi que la critique du marxisme, occupent une place très importante. C'est en effet Axélos et Minuit qui permettent au public français de découvrir des textes fondamentaux de la critique marxiste. En 1960, Jacqueline Bois et Kostas Axélos traduisent Histoire et conscience de classe, le grand classique de Georg Lukács, le penseur marxiste hongrois, qu'Axélos dans sa préface compare à un, je cite, Galilée socialiste. Axélos publie aussi Marxisme et philosophie de Karl Korsch et 2 livres d'Henri Lefebvre. Ces 3 noms, Lukács, Korsch, Lefebvre, constituent les grandes références de l'ultra-gauche, et en particulier, j'y reviens, de l'international situationniste. Et il est assez cocasse de constater que les grands ennemis d'Arguments, et en particulier d'Axélos, citaient en boucle des auteurs dont ils avaient pu prendre connaissance grâce à Arguments et à Axélos. La philosophie de langue allemande occupe à elle seule une place considérable dans le catalogue de la collection, et outre les penseurs marxistes cités, je peux signaler Novalis, Hegel, Clausewitz, Lou Andreas Salomé, Jaspers, Fink et Koselleck. La pensée française n'est pas absente, loin de là, bien au contraire, puisqu'Axélos publie donc Georges Bataille, Maurice Blanchot, François Châtelet et Gilles Deleuze, ainsi que Jean Beaufret, qui publie chez lui, dans la collection d'Axélos, les 4 tomes de son dialogue avec Heidegger. Dans la maison des éditions de Minuit, la collection Arguments voisine avec d'autres collections de sciences humaines et sociales, au directeur prestigieux, Le Sens commun par exemple, créé par Pierre Bourdieu, ou Critique dirigé par Jean Piel. Dans ces collections, Minuit apporte au monde des idées, là aussi, une contribution irremplaçable. Citons pour la collection en particulier le sens critique, Bouvresse, Clastres, Derrida, Descombes, Diti Huberman, Louis Marin, la liste est impressionnante et elle est longue. La collection d'Axélos se fait très rapidement une place dans le champ éditorial et dans le commerce des idées. Mai 68 va lui donner une visibilité particulière puisque L'homme unidimensionnel de Marcuse avait été traduit en français sous le label Arguments. À ce moment-là, un autre adversaire
l'adversaire d'Axelos, Raymond Aron, attaqua d'ailleurs avec virulence les idées de Marcuse, auteur réputé avoir influencé le mouvement de mai. Aron et Axelos se retrouvaient une nouvelle fois radicalement opposés. On se souvient qu'Aron avait critiqué très violemment, très durement, très sévèrement le travail d'Axelos lors de sa soutenance de thèse. Thèse, justement, enfin les deux thèses, qui sont les premiers livres que le philosophe grec va publier dans sa propre collection. Axelos donne en effet la grande majorité de ses livres aux éditions de Minuit, dans la collection d'Arguments. Donc troisième étape, et là je vais faire plus court, l'auteur. L'auteur, je crois qu'il y a le terme fidélité qui va très bien, correspond, puisque de 1961 à 2005, il est resté fidèle, il incarne la fidélité à un éditeur. De Marx, penseur de la technique en 1961, aux réponses énigmatiques en 2005, Axelos est d'une fidélité remarquable, exceptionnelle à l'éditeur de la rue, Bernard Palissy. Parmi les rares exceptions qui confirment la règle, en 1973, François Dastur l'a cité hier, Bruno Roy, le directeur des éditions Fata Morgana, publie un livre d'entretien. Et, un an avant sa disparition, Axelos rejoint les Belles Lettres, les éditions des Belles Lettres. L'éditeur de la fameuse collection Budet, l'éditeur des philosophes anciens, des anciens, héberge en effet les éditions Encre Marine, où paraît en 2009 Ce qui advient. Nous sommes, avec Encre Marine, loin de l'austérité et de la rigueur de la collection Arguments. Voici en effet un de ces éditeurs attentifs au grammage, à l'esthétique du livre. Imprimé à Saint-Just-la-Pendue, dans la Loire, sur les presses de Chira, un imprimeur réputé pour la qualité de son travail et l'attention qu'il porte à ses publications. C'est dans ce livre magnifique qu'il écrit cet aphorisme par lequel je souhaiterais clore ces quelques jalons d'un itinéraire éditorial. Donc je cite: « La parole devient écriture, et celle-ci livre, qui est censé réunir la lettre et l'esprit. Ainsi est-on venu à écrire que, et là il cite Mallarmé, tout existe au monde pour aboutir à un livre. Une écriture qui ne soit plus de l'ordre de la philosophie ou de la littérature se révèle épocalement et transépocalement nécessaire, accordée à l'avenir qui s'ouvre tardivement et où le livre n'est plus déterminant. » L'aphorisme est fulgurant. Lorsqu'on songe aux nouvelles pratiques d'écriture et au sort qui semble attendre le livre dans le siècle qui vient. Récemment, Giorgio Agamben, Michel Butel et Maurice Nadeau ont lancé l'appel des 451 pour agir et sauver l'édition. Parmi les solutions qu'ils préconisent, l'invention de, je cite, nouveaux lieux et de nouvelles pratiques. L'heure d'une écriture nouvelle, dépassant le livre et ses enclosures de papier, a-t-elle sonné ? Témoin et acteur de l'essor du livre de sciences humaines dans les années 60 et 70, Axelos serait un annonciateur des écritures nouvelles et des nouveaux espaces de pensée. En attendant, la tribu de ceux pour qui le livre reste déterminant est encore nombreuse. Peut-être disparaîtra-t-elle. Elle garde en tout cas en mémoire tout ce qu'a permis le livre, sa force, sa richesse et sa complexité. À travers la revue Arguments, les livres qu'il a accueillis dans sa collection et ses propres ouvrages, Axelos a pleinement participé à cette histoire. Chez Minuit, actuellement, les livres de Kostas Axelos ne figurent pas encore au catalogue des éditions numériques. On ne peut pas télécharger le livre. Au contraire même, puisque son dernier livre, En quête de l'impensé, vient de paraître chez Encre Marine aux Belles Lettres, l'éditeur des anciens. Hasard ou signe, c'est justement dans cette maison, les Belles Lettres, que paraîtra bientôt, dans 15 jours, la nouvelle édition du Hegel de Kostas Papaioannou.
Et pour ceux qui douteraient encore de la présence et de l'actualité éditoriale et intellectuelle des Passagers du Matarroi, l'intégralité des articles publiés par Cornelius Castoriadis dans Socialisme ou Barbarie, tous ces articles vont bientôt reparaître aux éditions des Cendres.